Un roman doit-il réparer le monde? C'est prétentieux un peu quand même ça. Hein. Je suis pas très bonne vendeuse là, mais Non, mais pas du tout. Je non, pense. il répare rien. Les gens qui achètent des livres en espérant être réparés, il faut qu'ils achètent des livres de développement personnel. Ouais, et puis qu'ils prennent un peu de Prozac et puis tout ça, voilà. Bonsoir, amis de la littérature de luxe. Ce soir, je reçois un écrivain que j'apprécie particulièrement, Justine Lévy. Bonsoir. Vous publiez Une drôle de peine chez Stock et on retrouve dans ce livre, comme dans les 6 autres, votre style doux, amer, votre façon humoristique de raconter des choses très tristes. Alors j'aimerais savoir pourquoi c'est déjà le 3e livre sur votre mère. C'est pas le 3e? Mais si. Non, le rendez-vous, Oui. Rien de grave, c'était aussi sur ma mère, Oui. même si c'était pas le sujet principal Oui. C'était aussi sur ma mère. Après, il y a eu Mauvaise fille sur Oui. ma mère, ça fait 3. La Gaîté sur ma mère, ça fait 4. C'est vrai. Après, un livre que j'ai adoré, qui est mon livre préféré, chez Flammarion, qui était des légendes de photos. On avait retrouvé des photos Ah dans oui. une malle, il fallait les légender. Ça parlait des mères. Après, Oui. Antonin Artaud. Ça parlait de la mère d'Artaud. Voilà, la mère d'Artaud. Et puis là. Donc ça fait 7 livres sur votre mère. Vous avez raison, pardon, d'avoir un petit peu sous-estimé votre œuvre. Mais alors, 0 livre sur votre père. Pourtant, c'est un bon sujet aussi, ce type en chemise blanche qui sauve le monde. Bah non, c'est pas un bon sujet parce que il est un très bon père. J'ai rien à lui reprocher. Je suis pas en colère contre Donc vous lui. pensez Je qu'il l'aime. il faut de la colère pour écrire? Ouais, faut de la colère, faut un peu de rancœur, faut même un tout petit peu peut-être de mauvaise foi. Faut des mauvais sentiments, ça c'est sûr. Et Oui. j'en ai pas tant que ça d'ailleurs, en fait, mais j'en ai pas du tout à l'égard de mon père, donc ça n'intéresserait personne. Ou alors vous attendez qu'il meure comme moi j'ai fait avec le mien. Et là vous serez plus libre de dire Ah, toute la vérité. Là, je vais quitter le restaurant parce que je vais pleurer. Non. J'ai lu tous les livres de la rentrée sur les mères et le vôtre est le plus trash. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Ouais, ça me fait plaisir. Parce que j'ai regardé aussi les émissions où vous étiez invitée et je vous trouve très élogieuse avec Isabelle d'Outreluigne. Vous êtes extrêmement aimable avec elle, mais sans doute êtes-vous plus aimable à l'oral qu'à l'écrit. C'est quelque chose qui est un phénomène fréquent. Hein. Quand on écrit, on est peut-être plus sévère que quand on parle. Non, mais je suis pas sévère. J'ai raconté les choses. Donc, j'ai raconté, c'était à hauteur d'enfant. Je racontais l'appartement sans porte parce qu'il fallait que tout circule, les corps, les envies, les drogues, etc. J'ai raconté sans me cacher, sans paravent. Mais je suis pas sévère. Non, je suis pas sévère. Non. J'ai raconté les choses telles qu'elles, je sais pas si c'est telles qu'elles étaient, mais telles que je m'en souviens. Ouais. Voilà, c'est ma vérité. Il y avait un appartement très sale. Vous dites beaucoup qu'il était sale, cet appartement. Maintenant, vous êtes obsédé par la propreté, du coup. Non, pas tellement, mais pas tellement obsédée par la propreté. Je sais même pas quoi répondre à ça. Non, je suis pas tellement hygiéniste, quoi. C'est vrai que c'est un courant, ça, l'hygiénisme, et c'est pas tellement mon truc, non. Enfin, en tout cas, vous décrivez un endroit qui était étrange, avec des seringues qui traînent. Oui, mais ça, c'est pas sale. Ça, c'était ma vie, oui, quand j'étais petite, et je trouvais ça. Je sais pas si je trouvais ça normal ou pas, mais c'était la normalité. Je pense que j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre, Oui. mais oui, j'avais conscience parce qu'à l'école, je me rendais bien compte qu'à l'école, c'était pas tout à fait pareil. Ma mère m'accompagnait parfois avec sa maîtresse. Violaine. Violaine, oui, je cherchais le nom que je lui ai donné Oui. dans le roman. Et je me souviens du regard de la directrice quand on était en retard, quand je m'étais habillée moi-même, voilà, sur la dégaine que j'avais, je me souviens de choses comme ça, des petits indices. Quoi. Oui, mais c'est vrai que quand on écrit des choses intimes, les journalistes vous posent des questions embarrassantes. C'est comme ça. Donc je suis désolé, je vais insister. Est-ce que ça vous embête de lire un extrait? Non. Où vous êtes... alors, c'est pas sévère, mais vous faites un constat sur ce que c'était que cette enfance. Parce que c'est pas une enfance banale. J'ai encerclé. Ouais, je vois. Je sais pas qui a dit que l'enfance est un pays dont on aura toujours la nostalgie et blablabla, c'est n'importe quoi.
Il n'y a pas d'enfance perdue, manquée et retrouvée. Il n'y a pas d'enfance du tout. Il y a des petites personnes, pas terminées, limitées, négligeables et négligées. Des trucs dans lesquels on se prend les pieds, qu'on oublie, qu'on n'éduque pas. Elles vont bien d'une manière ou d'une autre devenir ce qu'elles sont. Elle va pousser toute seule, Justine, comme ces poulains tremblotant sur leurs pattes, à peine nés mais déjà debout, déjà presque autonomes et qui n'emmerdent pas les chevaux adultes. Oui, à la fin des années 70, elles l'ont bien compris, maman, Violaine et leurs copines, après tous ces siècles de temps perdus, gâchés et volés aux femmes qui ont autre chose à faire que de pondre et d'élever leurs marmots, l'éducation est un concept ringard. Ben, c'est pas sévère, ça. Mais c'est un constat sociologique. Il y a eu beaucoup de parents, comment on peut dire, déficients, absents, toxiques dans les années 70. C'est pas toxique, c'est plutôt défaillant, des parents pas très faits pour être parents, ou des parents qui se sont trompés un peu, enfin, dans l'éducation, obéissaient à des règles bizarres et puis qui changeaient tout le temps et qui étaient renouvelées en permanence, et ça donnait un peu le tournis. Mais vous trouviez ça rigolo ou pénible à l'époque, quand vous aviez 5 ans? Je trouvais ça évidemment pas du tout rigolo. J'ai pas tellement de photos, moi, rigolant, d'ailleurs. J'en ai cherché pour... un jour, des magazines m'ont demandé des photos de moi enfant. J'ai plutôt l'air assez contrariée. Mais, enfin, peut-être parce que j'aime pas être prise en photo aussi, déjà. Mais non, c'est pas un constat sociologique, mais on est un peu de la même génération. Oui, mais moi, les appartements n'étaient pas sales. Il y avait moins de seringues par terre. Mais oui, j'ai vécu des choses que peut-être les enfants ne doivent pas vivre très tôt. Est-ce qu'ils doivent vivre le contraire? Est-ce qu'ils doivent vivre dans un truc aseptisé, avec des parents sur leur dos en permanence, avec de corseté, comme ça, de règles? Je sais pas non plus. Je sais pas si c'est mieux, moi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est parce que là, vous êtes en train de parler de vous, tout d'un coup. Vous dites que vous faites le contraire de votre mère, que vous êtes presque étouffante avec vos enfants, très, très attentive, peut-être trop, comme le sont beaucoup les parents aujourd'hui. Ouais. Donc ça, peut-être que c'est sociologique aussi. Après, j'ai pas tellement de hauteur. Hein. C'est vrai que je suis assez sur mon nombril quand même, mais peut-être que ça correspond à ce que les gens ont vécu aussi. Mais non, mais je sais que essayer d'être une trop bonne mère, c'est rater aussi. C'est être une très mauvaise mère aussi dans l'autre sens. Donc c'est pas une bonne idée tout le temps de se regarder être une mère ou un père. Je continue à vous embarrasser en citant votre livre. Vous dites que quand même la vie de votre mère fut un désastre bref. Elle est morte à 54 ans d'un cancer. Et bon, elle était toxico, bisexuelle. Ça, c'est pas désastreux, ça. Non. Toxico et bisexuel, c'est pas désastreux. Ce sont des qualités. Non, c'est pas des qualités non plus, mais c'est pas ça qui fait qu'une vie est brève et minuscule ou glorieuse. Ce qui fait qu'elle est brève et minuscule et glorieuse à la fois, c'est quand on la rate. Moi, je savais qu'elle allait dans des impasses. Je savais que quand elle prenait un chemin justement plus glorieux, je savais que quelque chose en elle allait faire qu'elle allait se perdre et puis entraîner les gens avec elle. Oui. J'ai dans cette émission un jeu. Devine tes citations. J'aime pas trop les jeux. Je sais, vous n'avez ni les surprises, ni les jeux, ni rien d'ailleurs. Mais je vous lis des phrases tirées de tous vos livres et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit cette phrase. Ok. C'est un exercice de mémoire. Alors vas-y, super. Voilà. Il y avait tant de monde qu'on ne connaissait pas à notre mariage qu'on est parti avant la fin. Oh, ça c'est rien de grave. Ouais. 2004. Et je sais parce que j'y étais, moi, à ce mariage. C'était chez Castel, il y avait une grande fête. Et les deux mariés, c'était ceux que personne ne connaissait. C'est vrai. C'est très étrange quand même, c'est une situation étrange. Est-ce que vous ne pensez pas, avec le recul, que tout simplement vous êtes mariés trop jeunes? Et que le premier mariage, c'est absolu, mais finalement, vous étiez trop jeune, quoi. Trop jeune, puis surtout, c'était un connard. Donc, non voilà, bah si. Je refuse d'entendre ça. Je l'ai reçu ici, il était très bien. Autre phrase de vous. Elle le croit vraiment que je suis sa mère. Elle ne sait pas que je suis cinglée, mauvaise, une catastrophe ambulante, un bloc de culpabilité, une punition. Oui, ça c'est dans Mauvaise fille, parce que c'est vrai que c'est très étrange d'avoir un enfant quand on a déjà du mal à s'occuper de soi. Et ça me faisait très très peur quand ma fille est née, d'être tout pour elle. Ouais. Ça, c'est affreux comme sentiment. Je me suis dit, mais je peux pas être tout pour elle. Il faut, heureusement, d'ailleurs, il y a un papa, il y a le grand-père, etc. Mais cet amour inconditionnel qu'elle me portait, je le voyais bien dès le départ, me terrifiait.
Et qu'elle croie que j'étais sa mère, ça me terrifiait. Ça va mieux. Hein. Et est-ce que la maternité vous a fait voir autrement votre enfance à vous? Tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que vraiment c'était anormal ce que vous aviez vécu. Je me suis rendu compte que j'avais jamais joué, par exemple. Quand mes enfants me disaient viens, on joue maman, on joue, je savais pas trop comment faire. Et j'aimais pas tellement ça d'ailleurs. Non. Donc ça, j'ai jamais joué. Vous avez joué au Uno avec votre Oui, enfant? ça j'ai beaucoup joué. En fait, je suis devenue enfant assez tard. J'ai commencé à boire en même temps que ma fille, donc assez récemment. Et ça m'a beaucoup libérée. J'ai une vie assez légère maintenant. Je dis pas que c'est grâce à l'alcool, mais je pense que c'est plutôt grâce à la vieillesse et au fait que ça y est, le pli est pris chez mes enfants de la bonne humeur et de l'obstination et de l'envie d'être heureux. Oui. Donc, quand même, vous dites plusieurs fois dans celui-là que vous avez peur qu'ils grandissent. Parce qu'ils vont s'en aller. C'est pas peur, c'est que je suis d'un égoïsme monstrueux et que je voudrais bien les garder dans des petites cages pour moi parce que ils m'ont fait du bien. C'est affreux de dire ça, mais ils m'ont fait du bien et j'ai peur, comme toutes les mères, du jour où ils vont partir et plus avoir besoin de moi. Et en même temps, je l'anticipe et en même temps, j'en rêve. Ouais. Et vous n'avez pas peur du moment où l'un d'eux va écrire un livre sur vous? Alors, je pense que vraiment, c'est pas du tout leur truc. Non, ils vont peut-être faire des films sur moi ce sera peut-être comme ma mère, j'accepterai du bout des lèvres de commenter, et puis je serai très flattée finalement, et puis voilà. C'est une question que je voulais vous poser d'ailleurs. Comment elle avait réagi? Parce qu'elle était toujours vivante au moment du rendez-vous en 95, qui était peut-être le plus dur de vos livres sur elle. Ouais, c'est vrai. Vous étiez dans un café à la Sorbonne et vous attendiez votre mère pendant tout le livre, elle ne venait pas. Comment elle avait réagi? Elle avait réagi... Elle m'avait donné des conseils grammaticaux, elle m'avait corriger des fautes d'orthographe. Des petites fautes d'orthographe, oui, parce qu'elle était comme ça en même temps aussi. Mais j'ai pris ça pour une autorisation d'écrire sur elle. Et puis après, je sais pas si... Je sais pas, je pense qu'elle aurait été contente, qu'elle aurait été fière. Elle a lu que le rendez-vous, mais je pense qu'elle aurait été contente. Autre phrase, c'est plus facile d'être vieille que d'être enfant. On attend moins de vous. Ouais, j'ai hâte. En fait, j'ai peur de vieillir parce qu'on avance d'une case et qu'on va vers la mort, mais finalement, quand on est vieux, on n'est pas obligé d'aller faire du pilates là après l'interview pour rester en forme. Je sais pas, on n'en a plus rien à foutre de rien. On peut donner des coups de canne dans la rue aux gens pour qu'ils vous laissent la place. À mon avis, c'est une autre forme de jeunesse qui a l'air géniale. Ouais. Et puis je pense que vous allez mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ça, c'est vrai. Ouais. Je vous ai vu hier soir au Prix de Flore, très en forme. Ouais. Vous avez même souri une fois à 22h45. Il y a aussi cette scène quand même, alors pardon, je vous rappelle vos souvenirs, hein, c'est dans le livre, où elle vous oublie Gare du Nord, et après quelques heures, elles reviennent, Violaine et votre mère, complètement bourrées, pour vous chercher, tout d'un coup elles se souviennent que vous existez. Oui, il y a aussi des moments heureux, hein, donc, que je raconte aussi. Des moments. En fait, elle est devenue une très bonne mère, ma mère, quand elle est tombée malade. Mais c'est parce que là, vous vous êtes rapprochés, vous vous occupiez d'elle. Non, elle s'est occupée de moi aussi beaucoup quand j'ai été tchernobylisée par un chagrin d'amour dans les années, je ne sais plus combien, il y a une bonne vingtaine d'années. Elle était là, elle me faisait à manger, elle m'épluchait des légumes, elle voulait me soigner avec des oméga je ne sais quoi dans le poisson. Et tout à coup, elle a été une très bonne mère. Et un peu tard, mais... Ouais. Vous dites que c'était un mannequin révolutionnaire. Alors, c'est une sorte d'oxymoron. Non, j'ai pas dit ça. Ça, c'est vous qui le dites. Mais... C'est quoi mannequin révolutionnaire? C'est qu'elle était à la fois très belle et elle travaillait dans ce métier. Et en même temps, c'était tout le temps un militantisme pour la révolution, changer le monde. Elle aurait pu être un grand mannequin, elle n'était pas un grand mannequin, elle était un bon mannequin. Non, d'ailleurs, elle n'était pas un bon mannequin, elle était mannequin, mais elle n'en tirait aucune gloire. Elle savait très bien qu'il n'y avait absolument rien de... Il n'y avait pas de quoi se vanter, que c'était quand même être un objet de, je sais pas quoi, de désir, etc. Donc à la fois... Elle se révoltait contre ce statut et en même temps elle l'acceptait, elle était pleine d'ambivalence comme toujours et comme tout ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, elle n'en tirait aucune fierté. Et puis de temps en temps, elle se barrait des studios photos parce qu'elle décidait que le type l'avait regardé bizarrement ou que
les vêtements lui semblaient pas beaux, ou que je ne sais quoi, ou c'était trop bourgeois, ou que la coiffure. Bon, donc elle n'a pas été un grand mannequin pour ça, elle n'avait pas cette docilité-là qu'il faut. Ouais, ouais. Je vous définis un peu comme la Sagan des familles recomposées, c'est-à-dire que Sagan écrivait beaucoup sur des bourgeois qui tombaient amoureux, qui se trompaient. Vous, c'est plutôt sur des bourgeois qui se quittent, qui divorcent. Ouais. Il y a à la fois le divorce de vos parents, mais aussi le vôtre, qui était dans Rien de grave en 2004. Est-ce que vous aimez ce charme tragique de Sagan? Ah, moi j'adore Sagan. Ouais. J'avais interviewé Sagan quand je croyais que je voulais être journaliste, quand j'étais très jeune. Et c'était affreux parce que on était quand même deux grandes timides, enfin pas de la même manière. Elle, c'était aussi un peu par flemme, je pense. Et puis donc il y avait de grands silences et puis quelques onomatopées. Et puis c'était désastreux. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'aime parce qu'elle elle prend pas la posture de l'écrivain. Je déteste la posture de l'écrivain, donc ça j'aime bien. Et puis ouais. Et oui, puis surtout, vous parlez d'un milieu favorisé, sans culpabilité, ou avec de la culpabilité, mais en assumant quand même que ces personnages vivent dans le confort, et ça les empêche pas d'avoir des problèmes graves. Mais c'est vrai, ça me plaît. Nous sommes chez la Pérouse, alors allons-y. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, je vais pas inventer. Je vais pas inventer. Si je suis romancière, donc c'est fou ce que je viens de dire. Mais je vais pas. C'est pas mon genre d'inventer des fractures et des malheurs. Il suffit de se baisser. J'ai pas besoin de rajouter. Ce qui vous caractérise aussi et qui vous fait trancher avec l'époque, c'est le refus de la victimisation. Votre enfance, vous auriez pu en faire quelque chose d'épouvantable. Or, vous regardez avec une distance, avec une tranquillité des événements très traumatisant, vous voyez. On vous voit jamais vous plaindre. Ah bon, d'accord. Bah, vous avez l'impression que vous vous lamentez en permanence. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tant mieux. Par exemple, je donne un exemple. Vous dites, j'étais un cheveu sur la soupe de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est de l'élégance de dire ça. C'est un peu plaintif quand même. C'est un peu, je suis un petit grain de couscous, quoi. C'est un peu, voilà. Mais non, je sais pas, il n'y a pas de grande vertu à se plaindre ou à pas se plaindre, il n'y a pas de grande vertu dans la pudeur non plus, enfin, tout ça, ça me concerne pas tellement, j'écris les choses comme elles sont, je fais juste un tout petit peu gaffe aux dégâts collatéraux, parfois, hein, c'est-à-dire les enfants, mon amoureux, les amis, les quelques amis qui me restent, etc., je fais attention, mais sinon... Tous les autres en prennent pour leur grade. Ouais, enfin... Non d'ailleurs, mais je sais pas si c'est aussi par peur du ridicule, justement, parce que... Non, j'ai pas peur du ridicule, non. moi, non. C'est bien, ça. Ouais, pourquoi vous alliez demander quoi? Le côté problème de riche. Vous pourriez avoir peur de ça. Voilà. Non, j'ai des problèmes de riche, ça je sais. Non, mais c'est le cas, c'est vrai. C'est un luxe absolu de faire des dépressions, d'aller dans des endroits pour se reposer, d'avoir le temps, d'avoir des problèmes, etc. C'est un luxe inouï, mais je n'ai pas besoin de m'étaler sur le fait que c'est un luxe inouï, ça va de soi. Voilà. Et puis on souffre quand même. On souffre quand même quand on est obligé de prendre du Xanax. On souffre un peu moins que quand en plus on se tue à la mine, voilà, avec des enfants, des enfants affamés. Oui. Voilà, on souffre un peu moins. Est-ce que, alors, allons-y, puisqu'on y est, allons dans la question taboue. Est-ce que être la fille de BHL, ça a plus d'avantages ou d'inconvénients? Davantage, je pense. Ouais. J'ai pas, encore une fois, je sais pas bien, parce que je le connais pas bien, BHL. Vous me disiez tout à l'heure, la chemise blanche et la J'en ai une aussi, blanche. hein. Voilà. Plutôt des avantages, parce que d'abord, il est un très bon père, il a été une très bonne mère pour moi aussi, il a toujours été là, même au bout du monde, c'est un socle, donc c'est plutôt merveilleux. C'est plutôt une chance. Un avantage, oui, parce qu'il est immensément cultivé, parce que, vous voyez... Vous avez vraiment été interviewés tous les proches de votre mère, c'est-à-dire son frère, par exemple, dans sa clinique. Quand même, il y a eu des dégâts de ce côté-là de votre famille, quoi. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une famille... comment on appelle ça ? Vous disiez résiliente. Dysfonctionnelle. Voilà, c'est une famille dysfonctionnelle, ce mot horrible aussi. C'est une famille comme toutes les familles, mais quand on commence à enquêter, on se dit, oh là là, il y a quand même des sacrés morceaux. Et je suis allée, comme c'est une enquête, ce livre-là, je suis allée
c'est pas interviewé. Je suis allée rencontrer mon oncle maternel que j'avais vu que 2 fois dans ma vie, une fois à l'enterrement de ma mère et puis un peu avant quand ma mère avait décidé de le faire sortir de sa clinique pour lui acheter une doudoune. Et voilà, je suis allée le voir dans une maison de repos dans laquelle il vit depuis toujours et puis et je pensais apprendre des choses sur ma mère et Oui. je sais pas ce que j'ai appris mais c'était Oui. je sais pas ce que j'ai appris, j'ai rien appris mais j'y suis allée. Ce qui est fou, c'est que d'ailleurs tous les gens avec lesquels vous avez pris contact en voulant en savoir plus sur votre mère n'avait rien à vous dire. Non, c'est vrai. Même C'est vrai. Bernard-Henri Lévy vous dit, bon, va voir un tel. Ouais, Mais il les n'y a pas gens vraiment en de ont marre, réponse. ouais. Et cette ex-petite amie qui vit en Indonésie, qui s'appelle Violaine, aujourd'hui elle a 78 ans, elle, carrément, elle vous traite de salope. C'est pas très sympathique tout ça. Ça m'a pas donné tellement envie d'aller la rejoindre en Indonésie pour aller plus loin. Mais non, puis il y a toujours un moment où j'aurais pu savoir des choses, mais j'y vais, je passe mon temps à me dire je vais résoudre, je vais comprendre, je vais savoir qui elle était. Et puis au dernier moment, je recule de 3 cases et un peu comme c'est le cas avec Violaine, là, j'avais la possibilité d'aller la voir en Indonésie et j'ai tout fait pour qu'elle m'insulte et que ça se passe pas. En fait, j'ai peut-être pas envie de savoir, peut-être qu'il faut pas savoir les choses. Le questionnaire de Beigbeder, un grand moment que... J'ai pas révisé. J'espère que si. Non mais c'est pas grave, vous répondez naturellement, avec le plus de mauvaise foi possible. Alors pourquoi un jeune devrait-il lire Une drôle de peine plutôt que scroller sur TikTok ? Moi, je pense qu'il a raison de scroller sur TikTok, c'est beaucoup plus marrant. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT ? Des gratouillis dans le dos de mes enfants. Peut-être un jour, il y aura des robots pour ça, mais pour l'instant... Il y a d'ailleurs, oui. Non, mais c'est vrai, je me suis acheté un robot génial, un massage enfin, c'est tellement pas glamour de pied, et c'est pas mal. C'est pas mal. Vous n'avez jamais eu peur, en écrivant votre livre, qu'ils ne servent à rien ? Ils servent à rien, les livres. Ça sert à rien. Si, ça peut émouvoir. C'est pas le but, non. Ça peut servir à soi-même, à apprendre des choses sur soi, balali, balala, et pour les lecteurs, peut-être à se sentir compris, mais c'est rien, ça. Justine Lévy dit « balali, balala ». Bon, on dit quoi ? Ben, vous êtes la seule au monde à dire ça. On dit patati patata. Ah oui, patati patata. Patati patata. Oui, patati patata. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil ? Ah, moi, je pense que c'est la plus grande des qualités gentilles en général dans la vie, parce que la gentillesse est généreuse, elle est belle, elle est émouvante, elle est intelligente. Il n'y a pas le méchant est toujours sot, quoi. Donc, mais en littérature, c'est une exception, parce que sinon, c'est pas... C'est chiant. Que pensez-vous de la critique littéraire ? Est-ce que c'est un mal nécessaire, une perte de temps En ce qui me concerne, c'est formidable, parce que j'ai des très bonnes critiques littéraires. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous fantasmez sur Salinger qui n'a jamais donné d'interview de sa vie ? Par exemple, il n'aurait pas vécu ce moment inouï. Oui, mais ça va mieux maintenant, il faut se chauffer un peu, et c'est vrai que ça aurait été dommage. Non, mais en général, vous aimez pas tellement ça. Personne n'aime ça, en vrai. Ah, on choisit, mais arrête. Jean d'Ormesson adorait ça, par exemple. Il y a des gens qui adorent ça. On choisit chaque virgule, tout est un peu comme de l'acupuncture et tout, et on vient redire en moins bien ce qu'on a passé des mois à écrire correctement. C'est très juste. Et ça n'a aucun intérêt. Oui, en fait, ce qui est affreux, c'est de paraphraser. Voilà. Oui. Et on le fait quand même. Oui. Un roman doit-il réparer le monde ? C'est prétentieux un peu quand même, ça. Pas les miens, en tout cas, non, ils ne réparent rien. Non. Je ne suis pas très bonne vendeuse. Là, mais... Non, mais pas du tout. Non, je pense... ils réparent rien. Les gens qui achètent des livres en espérant être réparés, il faut qu'ils achètent des livres de développement personnel. Et puis qu'ils prennent un peu de Prozac, et puis tout ça, voilà. Êtes-vous une ouin-ouin ? Je déteste les gens qui disent les ouin-ouin. Je croyais que c'était des faux gens. Moi, je croyais que c'était des... Comment on appelle ça ? Des bots. Ah oui. Personne n'est ouin-ouin. Ouais, peut-être. Ouais. Le but de la littérature n'est-il pas de mentir sans se faire prendre ? Oh là là, vos formules. Le but, il n'y a pas de but à la littérature, ça sert à mettre de l'ordre dans le désordre, ça c'est vrai. Et puis, sans se faire prendre, si, on se fait prendre, parce que là, il n'y a pas une vérité. Donc, bien sûr qu'on se fait prendre, et c'est le jeu, et c'est gai aussi. Moi, j'aime bien me faire prendre, j'aime bien me faire reprendre. Quel est le meilleur écrivain français vivant ?
J'hésite entre Houellebecq et Carrère. Je les aime tous les deux. Vous allez vous faire engueuler par votre père à la maison. Enfin, c'est votre réponse. Si vous étiez très riche, cesseriez-vous d'écrire? Bon. Oui. Oui, c'est vrai, oui. La phrase de vous dont vous êtes le plus fier, la plus fière. Je suis ce que maman a fait de mieux. Et pourtant, c'est dans mon premier roman que j'aime pas tellement. Mais cette phrase-là, je suis contente. C'est là que je me suis dit, oh là là, bon, allez, j'y vais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. La question Fahrenheit 451, imaginez un monde où les livres sont interdits et brûlés. Lequel apprendriez-vous par cœur pour le retenir Je lirai pour la première fois la Bible et puis je l'apprendrai par cœur. Je crois que c'est un magnifique roman d'aventure, mais il paraît, je ne l'ai pas lu moi. Non. C'est du boulot quand même d'apprendre par cœur la Bible. Ouais, mais du coup ça retarde le moment. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie? Le mien, ouais, rien de grave, ça m'a sauvé la vie. Quoi, vous étiez au bord du suicide? Non, pas du suicide, mais j'étais au bord, c'est pas une vie dans laquelle on est malheureux, on est complètement dépossédé de soi et on n'est pas soi et c'est pas une vie. Donc ça m'a sauvé de cette vie-là qui n'est pas une vie, de la non-vie, ça m'a sauvé de la non-vie, ça c'est sûr. Oui. Quel est votre âge mental? Présentement? Oui. Je dirais 8 ans tel que je les fantasme. Et enfin, y a-t-il un de vos livres que vous regrettez d'avoir écrit? Peut-être La Gaîté, justement, parce que là, pour le coup, je parlais de dommages collatéraux. Peut-être que j'ai dit des choses j'ai écrit des choses que je regrette un petit peu de pas avoir coupé au montage, comme on dit quand on est François Truffaut, ce qui n'est pas mon cas. Oui. Mais bon. Moi, j'aime bien La Gaîté. Moi, je sais, vous l'aviez écrit même. Oui. Ça m'avait fait rudement plaisir. Merci infiniment, Justine Lévy, d'être venue. Vous voyez, finalement, parler tranquille. Justine avait très peur. Je ne vois pas de raison d'avoir peur ici, franchement. Vous voyez que je relance la mode de la pochette dans la veste. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce qu'il faut avoir une pochette ou pas? Et est-ce qu'elle doit être coordonnée avec la cravate? Voilà, ici on aborde les vrais sujets. Bonsoir.